La première impression d'une console peut marquer ses joueurs à vie. Super Mario 64 m'a fait tomber en amour avec le jeu vidéo. Et Angry Birds Star Wars à 60$ m'a appris de jamais faire confiance à personne. C'est impossible de lancer une console sans jeu, donc aujourd'hui je vais noter sur 10 les line-up de lancement des consoles de salon par Nintendo, Sega, Sony et Microsoft pour trouver les 3 pires groupes de jeux. Je vais me baser sur la qualité, la quantité, les exclusivités, bref, est-ce que ça donne envie d'acheter la console? La NES est sortie le 18 octobre 1985 et Nintendo a commencé en force avec des classiques comme Duck Hunt, Exit Bike et un petit jeu appelé Super Mario Bros. Avec le recul, c'est drôle voir tous les publicités de lancement qui parlent aucunement du révolutionnaire Mario Bros et toujours de Gyromite, un des 2 jeux qui utilise le Roborob. Il y a aussi Kung Fu que j'ai passé des mois dessus enfant et maintenant je me sens un peu stupide quand je vois une vidéo sur le jeu complet qui dure 4 minutes. Les Ice Climbers font même leur première apparition dans ce qui est leur seul jeu officiel. C'est bizarre qu'ils sont aussi connus grâce à Smash. C'est comme si les gens arrêtaient Lionel Messi pour un autographe, mais parce qu'il fait d'excellents bagels. Le mélange de qualité, d'exclusivité et de variété, comme les 4 sports qui deviendront ceux des jeux sportifs Mario, ont propulsé Nintendo au sommet du jeu vidéo. En juin 1986, Sega sort la Master System avec seulement 2 jeux et pour acheter l'insulte à l'injure, ils viennent dans la même boîte. Habituellement, t'es pas censé acheter un jeu et devenir le plus grand collectionneur de la console. Non, au début, il n'y avait aucune raison d'acheter la Master System pour un jeu de moto correct et une version cheap de Duck Hunt, surtout que 3 mois avant, Nintendo venait de créer Zelda. La Mega Drive de Sega débarque le 14 août 1989 dans ce qui est une bonne amélioration face à la Master System. Thunder Force 2 est un excellent jeu, même si le nom est un peu bizarre. C'est la suite d'un jeu exclusif au Japon sorti sur ordinateur en 1983. On aurait été berné si vous l'aviez juste appelé Thunder Force. Space Harrier 2, ça ressemble à un trip d'acide. Je comprends pas vraiment ce qui se passe. Je comprends tirer sur des ennemis, mais ici c'est des arbres immobiles. Pourquoi faire de la déforestation me donne des points? La Mega Drive n'a pas encore de classique qui nous force à courir acheter la console. Sonic débarque seulement en 1991, mais pour Sega qui partait d'1 sur 10, c'est un beau progrès. La Super NES sort le 21 novembre 1990. On est loin des 17 jeux de la NES, mais les 5 jeux disponibles dès le jour 1 incluent des classiques dont on parle encore aujourd'hui. Le premier F-Zero, SimCity dans une version spéciale où par exemple Bowser remplace le monstre habituel pour détruire la ville, et surtout le légendaire Super Mario World. Même en regardant le jeu à notre époque, c'est dur à croire qu'il est sorti en 1990, c'est la définition même d'un jeu qui franchit les barrières du temps. La Saturn sort le 11 mai 1995 dans un des lancements les plus étranges de l'histoire. Initialement, le patron de Sega America voulait sortir la console le 2 septembre, mais la branche japonaise a exigé une sortie hâtive pour se donner un avantage sur la PlayStation. Est-ce que le plan est un succès? Oui et non. La Saturn est bel et bien sortie avant la PlayStation. Elle n'a pas eu l'avantage. Le plus gros problème du changement de date de lancement, c'est que les développeurs indépendants avaient déjà planifié leur jeu pour début septembre, donc la console avait seulement des jeux de Sega. Virtua Fighter est bien, mais pas vraiment connu en dehors du Japon. Daytona USA est un bon jeu de course, mais inférieur à sa version arcade et le jeu n'a pas été capable de rivaliser avec Ridge Racer, un jeu similaire sur PlayStation. Bref, en voulant se propulser vers le haut, Sega s'est tiré dans le pied sans jamais vraiment s'en remettre. Le Virtual Boy sort le 14 août 1995 avec 4 jeux et c'est techniquement considéré comme une console portable, mais qui voudrait être vu en public avec ça? Prends l'autobus avec un Virtual Boy et t'as plus l'air de préparer une attaque terroriste que vouloir jouer une partie de Mario Tennis. C'est pas normal que la chose la plus divertissante, c'est regarder Yoshi se déhancher comme Shakira qui a des problèmes de hanche. Le pire, c'est Red Alarm qui est un genre de Star Fox où on remplace l'objectif de rendre le joueur heureux par donner une crise d'épilepsie. La PlayStation est sortie le 9 septembre 1995 et Sony s'en est très bien sorti avec sa première console. J'ai parlé plus tôt de Ridge Racer qui est excellent, mais la PlayStation compte aussi sur la meilleure version de Rayman qui était à l'époque sur Saturn, l'Atari Jaguar et PC. L'arrivée d'un géant de l'électronique en Sony plus la variété des jeux amène une curiosité qui compense pour l'absence d'exclusivité béton.
Le 29 septembre 1996 sort la Nintendo 64 et Nintendo a peut-être pris un peu trop à cœur l'expression qualité versus quantité. Pilotwings 64 est excellent et ça c'est sans parler de Mario 64 qui est sûrement le jeu le plus influent de l'histoire du jeu vidéo. Mais le problème c'est que tu fais quoi si quelqu'un aime pas Super Mario 64? Qui? Le manque de jeux, c'est un gros problème, surtout considérant que dans le reste de l'année 1996, seulement 6 autres jeux sont sortis. Même si ça inclut l'incroyable Wave Race 64, la note peut malheureusement pas être aussi haute que je le souhaiterais. La Dreamcast sort le 9 septembre 1999 et après le fiasco de la Saturn, on peut dire que Sega a tenté le tout pour le tout avec 19 jeux. Sonic Adventure, c'est le premier Sonic entièrement en 3D, peu importe ce que 3D Blast ose essayer de faire croire. Le jeu a été vraiment bien reçu à l'époque et pour vrai, il reste encore super le fun, en autant qu'on passe par-dessus les cinématiques. Watch out! You're gonna crash! Ah! En fait, pour la console en général, bravo pour l'effort, mais des fois, moins c'est mieux. I don't wanna die! Blue Stinger, plus jeune, je trouvais qu'il courait de manière bizarre. Maintenant, plus je vieillis, plus je compatis pour ses problèmes de genoux. Mortal Kombat, c'est une franchise hyper connue, mais le jeu est sorti avec tellement de bugs que c'était impossible de sauvegarder. Comme à l'époque, il n'y avait pas de mise à jour, ils ont dû sortir une autre version un mois après le lancement. Au moins, il y avait Soul Calibur, un des meilleurs jeux de combat, et il a lancé une franchise iconique qui a même survécu à la chute de Sega. Les visuels sont vraiment impressionnants pour l'époque, les personnages sont variés, le gameplay est super fluide. C'est dommage que la Dreamcast n'a même pas survécu 2 ans, c'était vraiment de loin le meilleur lancement de Sega. La PlayStation 2 sort le 26 octobre 2000 et c'est un bon lancement complet, mais rien laissait présager la console la plus vendue de tous les temps. Quoiqu'à l'époque, le rite de passage pour devenir un homme, c'était d'entendre ce son-là. Il y a beaucoup de choix de jeux et comme la puissance a vraiment augmenté depuis la PS1, l'achat vaut définitivement la peine. Surtout que dès 2001, on a eu l'arrivée d'exclusivités incroyables comme Metal Gear Solid, Jak and Daxter et Gran Turismo. La Xbox débarque le 15 novembre 2001 et Microsoft a frappé fort dès son arrivée. Des exclusivités intéressantes comme Fusion Frenzy, Dead or Alive 3 et Project Gotham Racing ont aidé la console à se démarquer, mais c'est vraiment Halo qui a propulsé Microsoft. Halo, c'est la définition même d'un jeu qui fait vendre une console à lui seul. Ses graphiques, son intelligence artificielle, ses contrôles, en particulier son utilisation du joystick, tout est en avance sur son temps. C'est ce qui a permis à Xbox d'être pris au sérieux dès le départ. En tout cas, plus que Shrek est un jeu qui ressemble à du Nintendo. C'est la première fois que mon souvenir d'un jeu, c'est pas des visuels ou de la musique, c'est une odeur. La GameCube sort le 18 novembre 2001 et c'est la console de mon enfance, donc je suis un peu biaisé. Super Monkey Ball, c'est simple mais tellement efficace. Le jeu sort sur une seule autre console, la N-Gage, donc aussi bien dire que c'est une exclusivité GameCube. Star Wars Rogue Leader 2 est une autre exclusivité et je me souviens encore du jeu aujourd'hui. Bon, je pense que j'avais juste trop de plaisir à faire exploser Banta. Le problème, c'est que Nintendo nous a habitués à un jeu Mario révolutionnaire, mais cette fois c'est Luigi qui a la lourde tâche de démontrer les capacités de la console. J'ai adoré Luigi Mansion et c'est un jeu fantastique avec un charme unique, mais ça n'a pas l'aura d'un Mario. Par contre, Super Smash Melee est sorti 3 petits jours après le lancement de la GameCube et ça c'est un énorme plus, comme c'est un jeu avec une rejouabilité infinie. Il y a moyen de s'occuper avec les autres jeux d'ici sa sortie. Par exemple, moi en 3 jours, j'ai fini Luigi Mansion 12 fois. Le lancement de la Xbox 360 a eu lieu le 22 novembre 2005 et malgré ses 18 jeux, la console a été incapable de recréer le charme de sa grande sœur. Microsoft se basait sûrement beaucoup sur les 2 exclusivités de sa nouvelle acquisition Rare. Le studio légendaire associé à Nintendo a été acheté en 2002 pour 375 millions, mais Cameo et surtout Perfect Dark Zero ont été assez décevants. C'est pas des mauvais jeux, mais les attentes étaient tellement élevées et ils ont eu des développements hyper compliqués qui n'ont pas aidé le produit final. Le meilleur exemple, c'est Cameo qui a commencé sur la Nintendo 64 avant d'être repoussé sur GameCube puis sur Xbox pour finir sur la 360. C'est un lancement correct, mais il manquait un peu de magie à la Halo pour le rendre plus que passable. La PlayStation 3 sort le 17 novembre 2006 et ses 14 jeux n'aident pas à justifier son prix de 600 $. Avoir 6 jeux génériques de sport, c'est une chose, mais 2 de basketball, ça amène la question, est-ce qu'on peut avoir trop de basketball? Oui.
Résistance, c'est une exclusivité passable, mais c'est pas normal que la meilleure raison d'acheter ta console de jeux vidéo, c'est vouloir écouter Batman en Blu-ray. La Wii est débarquée comme un tsunami le 19 novembre 2006 et même si ça ressemble à une démo, Wii Sport est en grande partie responsable de la folie autour de la console. C'était le jeu parfait pour montrer le gameplay de la manière la plus accessible possible. Tout le monde pouvait jouer, même ceux qui voulaient pas. Je me souviens avoir aimé Rayman contre les lapins crétins. À l'époque, j'aimais aussi Tokyo Hotel, donc fiez-vous pas à mon jugement. La majorité des développeurs autres que Nintendo avaient aucune idée de comment exploiter la Wii et ça a laissé place à des jeux avec des contrôles horribles. C'est donc ça le sentiment de mourir? On se le cachera pas, le vrai chef-d'œuvre du lancement, c'est Zelda Twilight Princess. C'est un jeu incroyable à tellement de niveaux et même si avec le recul, je pense que c'est mieux avec des contrôles habituels. Les contrôles sur la Wii sont simples et efficaces, ça répond super bien. En plus, à l'époque, c'était nouveau et la version sur GameCube est seulement sortie un mois plus tard. C'est un lancement avec des points très faibles, mais aussi des points forts marquants. Je me souviens plus avoir adoré Zelda que d'avoir détesté Avatar. Quoique, ça nous a préparé pour le film. La Wii U sort le 18 novembre 2012 et les jeux sont bien, surtout qu'on a beaucoup de choix, mais il n'y a pas rien ici qui nous montre vraiment l'utilité de la tablette. Le jeu qui passe le plus près de bien exploiter la tablette, c'est Zombie U. On doit la gérer comme une sorte d'inventaire pendant que le jeu sur la télévision continue, donc ça ajoute au stress de se faire attaquer, mais le reste du jeu est assez mitigé. Pour beaucoup de jeux, on dirait que Nintendo essayait de trouver à quoi sert la tablette en créant le jeu au lieu d'y avoir réfléchi en créant la console. Sing Party, on doit chanter, mais au lieu de regarder la télé, on peut faire face aux autres joueurs. C'est la dernière chose que je veux. Est-ce que Nintendo connaît son public cible? Sérieux, je regarde la publicité et je peux voir la détresse dans le visage des gens qui essayent beaucoup trop de simuler le plaisir. Ils ont l'air coincés dans le sunken place de Get Out. Sinon, le jeu Mario de la console, c'est New Super Mario Bros. U et c'est le 4e New Super Mario Bros. Va falloir à un moment donné retirer le mot nouveau. Le line-up de jeu est bien, ça passe, mais je peux comprendre pourquoi la console a échoué, ça manque de clarté. La PlayStation 4 débarque le 15 novembre 2013 et c'est rempli de jeux multiplateformes. Avec ma PS4, j'étais tellement content de pouvoir jouer à des jeux auxquels je voulais pas jouer. Le pire cas, c'est Angry Birds Star Wars, qui est un excellent jeu mobile, maintenant 60 fois plus cher sur console. Le plus absurde, c'est qu'Angry Bird est tellement parfaitement pensé pour mobile que le jeu sur console est inférieur. La Xbox One, c'est similaire, mais au moins on a des exclusivités un peu plus excitantes avec Forza et Dead Rising. Il y a aussi Zoo Tycoon qui est toujours un jeu agréable et seulement disponible pour PC et Xbox. Au final, l'offre de Microsoft, c'est rien de fou, mais c'est moins insultant que son rival. La Nintendo Switch est sortie le 3 mars 2017 et j'étais surpris de voir qu'il y avait seulement 5 jeux. La série Skylanders était déjà en fin de vie. Un de Switch essaie encore de capturer la magie de Wii Sports. Et maintenant pour mon prochain tour, je vais en avoir rien à foutre. Just Dance 2017, est-ce que j'ai besoin de dire autre chose que le jeu est sorti sur Wii? Il nous reste Bomberman qui est le fun, même si c'est un peu du réchauffé, mais tout ça importe peu parce qu'on a Zelda Breath of the Wild. Considéré comme un des plus grands jeux de l'histoire, il a vraiment sauvé le lancement de la Switch qui aurait été un désastre sinon. C'est un peu comme pour Super Mario 64 où le jeu est tellement marquant et révolutionnaire qu'il justifie à lui seul l'achat de la console. La Xbox Series X et S sortent le 10 novembre 2020 et c'est peut-être une bonne chose que les consoles étaient si dures à trouver parce que mon Dieu que c'était vide. C'est rempli de vieux jeux qui datent de plusieurs années ou de sorties qui sont sur Xbox One de toute façon. En fait, les premiers vrais gros jeux exclusifs à la Next Gen ont commencé à arriver près de 3 ans après la console en 2023 avec par exemple Starfield et Redfall. La chose la plus cool à faire avec une Xbox Series X à sa sortie, c'était de dire que t'en avais une. 2 jours plus tard, soit le 12 novembre 2020, sort la PS5 et c'est déjà un peu mieux. Au moins, on a le remake de Demon's Souls qui, oui, est un remake, mais c'est seulement sur PS5 et le jeu est à couper le souffle. Mais mon coup de cœur, ça peut paraître absurde, mais c'est Astro's Playroom, la démo de la PS5. Ça a été ma première expérience sur cette génération et c'était bizarre parce que je jouais au futur, mais pourtant j'étais super nostalgique. Oui, parce que ça parcourt l'histoire de Sony, mais surtout parce que c'est un jeu de plateforme typique
technique qu'on voyait vers la fin des années 90. C'est pas comme si c'était un grand lancement, loin de là, mais je trouve qu'il y a beaucoup plus de respect et d'efforts que pour Xbox. C'était l'équivalent de se faire tromper, mais de se le faire dire. Ah ben, merci d'avoir été honnête. S'il est encore dans le lit avec toi, tu diras bonjour à mon grand-père. Pour moi, les 3 pires lancements ont été la Xbox Series X, le Virtual Boy et la Master System, mais tout ça, ça reste seulement une première impression. La Dreamcast a été le dernier clou dans le cercueil de Sega et pourtant, ils ont tout tenté pour rester en vie. I don't want to die. Presque tout tenté.